Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone dédié à l'actualité des Fighting Irish de Notre-Dame. Je suis accompagné aujourd'hui par Léo et Christian. Salut Léo. Salut à tous. Plus que 8 semaines avant le retour du college football. J'ai très très hâte, très content d'être là pour cet épisode numéro 2 de Bleu et d'Or. 2 mois qui vont passer très très vite avec les camps d'été, les classements de Lay People et consorts. Enfin bref, on aura plein de choses à se mettre sous la dent pour attendre. Et je suis également avec Christian. Salut Christian. Salut, heureux effectivement et excité. C'est la saison où tout est permis. On peut se permettre de rêver. 2 mois avant le début de la saison, on commence à lire. On sait que les entraîneurs vont tomber en pause pendant certaines semaines, mais les joueurs sont déjà sur les campus en train de s'entraîner. On sait que présentement, ils n'ont pas le droit d'avoir des coachings de la part des coachs spécialisés, mais ça n'empêche pas les capitaines d'équipe de faire des rendez-vous sur le terrain et de faire des pratiques. Fait qu'on est déjà là, on est déjà rendu à cette période-là. Fait qu'on est en droit d'être très excité, surtout pour le sujet qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire les Fighting Irish de Notre-Dame. Je vous rappelle quelques secondes quel podcast vous écoutez, puisque ce n'est que le second épisode. De Bleu et d'Or, c'est un podcast réalisé par des fans francophones de Notre-Dame, canadiens et français aujourd'hui, mais on serait ravis d'accueillir d'autres francophones, qu'ils soient suisses, belges ou que sais-je, congolais. Du moment que vous parlez français, vous êtes les bienvenus pour parler de Notre-Dame. Nous avions fait un premier épisode avec les actualités avant la mi-mai. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette mi-mai, euh, tant au point de vue des calendriers que des actualités, notamment de recrutement. Le recrutement, je pense, va nous prendre pas mal de temps sur cet épisode. On va aussi en profiter pour faire un peu de prospection, si je peux le dire comme ça, notamment vis-à-vis de nos freshmen, nos joueurs de première année. Regarder qui serait susceptible soit d'avoir du temps de jeu ou soit pourquoi pas d'être titulaire comme un Léonard Moore l'an dernier. Bref, un épisode dans lequel nous allons essayer de voir le plus de sujets possible tout en restant exhaustif bien entendu. Et je vous propose de commencer dès maintenant avec un premier sujet qui nous concerne particulièrement fans, j'ai envie de dire en Europe, bon, canadien, pour vous c'est pas trop compliqué parce que vous êtes aligné sur les horaires américaines. Euh, Parce que nous allons déjà vous donner les horaires voilà, pour suivre les matchs en France, en Belgique et en Suisse. Alors je pense qu'on peut aller plutôt rapidement là-dessus. Je vous rappelle qu'à 1h30 du matin, en général, ce sont les matchs en prime time aux États-Unis. Ce seront les plus gros matchs, hein, très clairement avec Miami, Texas A&M, USC et Navy. 21h30, Purdue, Boise State, NC State, Syracuse. Et 18h, Arkansas à Fayetteville. Il fera très très chaud, c'est pour ça que le match est à 18h midi là-bas. Et enfin, pour Pitt, Stanford et Boston College, on attend de savoir encore, probablement entre 18h et 21h30. Tous ces matchs-là seront, tous ceux du moins à domicile, seront diffusés sur NBC et Peacock. Et Christian, peux-tu me rappeler le match qui sera diffusé en exclusivité sur Peacock? Et je rappelle qu'évidemment, cela, Peacock n'est pas un problème pour nous, fans internationaux, puisque nous avons accès gratuitement, et c'est unique dans le college football, hein, parmi les 135 équipes qui font partie de la première division. Nous sommes le seul programme où les fans internationaux peuvent regarder le match gratuitement sur le site de la fac, Fighting Irish TV. Ça sera contre qui, Christian? Initialement, ça devait être contre Boise State, mais Notre-Dame s'est ravisé et finalement, ça sera le match contre North Carolina State qui a été retenu pour le présenter. Je suis un peu surpris parce que généralement, traditionnellement, Notre-Dame nous avait habitués de choisir des programmes de la MAC, je ne veux pas dire de second niveau, mais de moindre importance, un peu comme duel sur Peacock. Alors, choisir un programme comme NC State, je ne vous dis pas qu'il y a un upset alert un peu pour ce match-là, mais
NC State est un bon programme. C'est un duel quand même intéressant. Fait que je suis très surpris de voir ce duel qui soit présenté exclusivement sur Peacock. Comme tu le disais, pour nous, il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là, puisqu'on y a accès. Si on regarde l'ensemble des matchs, Arkansas, c'est confirmé, ça va être sur ABC aussi. La même chose pour le match à Miami qui est présenté sur ABC. On va y avoir accès. Pour ce qui est Pitt, Stanford, Boston College, je m'attends qu'il y a un de ces duels-là qui sera sûrement sur le poste de ACC Network, sûrement d'exclusivité. Notre-Dame, généralement, promet, ça fait partie de l'entente avec le ACC, d'avoir un duel contre eux pour leur permettre de faire de l'argent, on s'entend. Si vous êtes à l'aise avec YouTube et que vous êtes dans une bonne fenêtre, qu'il n'y a pas trop de surveillance, vous êtes capable d'avoir accès à ces parties-là aussi. C'est pas un secret, on est entre nous autres, on ne le dira pas à trop de personnes, mais généralement, on est capable d'avoir accès à certaines parties sur YouTube. Bref, Européens, nous n'aurons pas de problème de streaming, mais nous aurons des problèmes de sommeil. 4 matchs à 1h du matin, c'est beaucoup trop. Alors, vous imaginez si on va en playoff. Moi, j'en peux plus personnellement. Léo n'en peut plus non plus. C'est toute une Ça gestion. risque d'être très très dur, surtout le premier match de la saison qui tombe un dimanche soir, je le rappelle, et non pas un samedi soir. Ça va être très très compliqué de commencer cette semaine, de commencer cette saison par un match à 1h30, mais bon, Est-ce que tu te on adore ça. rappelles du dernier match de Notre-Dame, c'était lors de quelle saison où nous avions joué un dimanche soir. Nous avions gagné en prolongation. C'était il n'y a pas longtemps. Ouais. En prolongation. Un dimanche, c'était en début de saison, c'est certain. J'essaie juste de me rappeler le duel. Ça veut dire que c'était très tôt. Attends un petit peu, je sors mes notes. On avait gagné, je vous donne des indices, on avait gagné sur un field goal. Kyle Hamilton avait été... Florida State University. Florida State, voilà. Kyle Hamilton avait été exceptionnel sur ce match, avec 2 interceptions qui venaient de nulle part. Bon, j'espère que ça sera plus facile face à Miami. C'était encore Brian Kelly. C'était la dernière saison de Brian Kelly. Oui. Mais on s'entend que Florida State, on sentait aussi que le programme commençait à être essoufflé. Là. On a vu la chute depuis. Je dis ça, mais malgré qu'ils sont revenus avec tous ces transferts pour essayer de se reconstruire pour une saison. Mais on sentait que Florida State, on était loin des années de Jameis Winston et ces années où Florida State était une domination de la ACC. Et aussi, lorsqu'on arrivait au match de fin de saison contre Florida State, on était loin d'être assuré que Florida allait gagner. Disons que les temps ont changé un petit peu. Peut-être cette année, on peut espérer un peu mieux Florida State, mais il ne faut pas s'attendre à un retour que ce sera une grande puissance du football de collège. Deuxième sujet, évidemment, courant juin, on voit tous les changements de numéro de maillot. Alors pour moi, c'est anecdotique. Est-ce que vous en relevez des particuliers, voilà, des changements de maillot qui ont je fait un peu tiquer? Les nouveaux joueurs, Malachi Field, qui est un receveur que vous devez retenir, puisque je vous annonce en primaire qu'il sera probablement notre wide receiver numéro 1 cette année. C'est un gros bonhomme. Là. C'est notre Michael Floyd. Je m'attends à une saison exceptionnelle de Fields cette année. Il n'a qu'à livrer la même chose qu'il a livré l'année dernière et on va être ravis à Notre-Dame. Fait que Fields aura le numéro 0. Qui l'avait l'an dernier, Christian? Qui avait le 0 l'an dernier? C'était pas Jaden Gosaus? Je sais qu'en défense, on avait Xavier Watt, mais en attaque, c'était pas Cole. Dion Colby, je crois. Dion Colby, effectivement. Dion Colby, ouais. C'est pour ça qu'on le voyait pas souvent, le 0. En attaque, on lui souhaite une belle saison cette année, maintenant qu'il a transféré. Fait que de voir un 0, j'ai rien contre ça. Cam Williams, ça sera surveillé parce que c'en est un joueur, ça, qu'on a beaucoup d'espoir. Ça fait quelques saisons qu'il a le potentiel. Change le numéro du 17 au numéro 5. Christian Gray en défense. Je regardais tout à l'heure encore sur Twitter où on nous représentait l'interception contre USC où il parcourt le terrain au complet. Alors ne cherchez plus le 29 sur le terrain. Il aura le numéro 6. Ty Washington, nouveau joueur. Ty Hen, malgré que dans ma tête à moi, c'est plus un Ty Hen numéro 3, numéro 4, mais il aura le numéro 7. Bronte Johnson change du 16 pour le 9 en défense. Tyler Buckner, qui avait le numéro 26 parce qu'il était plus dans un rôle de receveur, aura le numéro 10. C'est son 3e numéro en 4 ans avec Notre-Dame.
Mais sauf qu'un numéro 10, ça se glisse facilement aussi derrière une ligne offensive soudainement pour faire des 4 et 1. Je vous dis pas que Tyler Buckner pourrait jouer comme quarterback, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être un joueur gadget. Tyler Buckner cette année, il est probablement le quarterback le plus rapide de l'équipe si on le retourne comme poste de quarterback, mais j'aime la présence d'un vétéran. Je ne vous dis pas qu'on est là, mais Freeman n'avait pas écarté cette possibilité-là. Dallas Golden, retenez ce nom-là, numéro 14. Leonard Moore, qui retourne au numéro 15. Il avait le numéro 15 la saison dernière. Pour le camp de printemps, il avait le numéro 2 et retourné au numéro 15. Ce qu'il y a de quoi qui est arrivé certain pour qu'il retourne à son ancien numéro. Même chose pour Jerome Bettis, nouveau joueur, le fils de la légende qui portera le numéro 15. Parmi les joueurs peut-être plus connus, si je descends, il y a Will Black de 65 qui est une recrue quand même. Je ne suis pas certain, mais c'est un 5 étoiles. On ne sait jamais ce que la saison peut donner. Rappelons-nous, Anthony Knapp, la saison dernière, est arrivé, il s'est dressé un chemin sur la ligne comme titulaire. Fait que peut-être qu'on pourrait le surveiller. Je vous dirais, c'est l'ensemble des grands joueurs, peut-être qu'on pourrait voir une présence cette année qui sont à surveiller. Moi, je suis moyennement fan de ces changements de numéro. Par exemple, Christian Gray, je pense qu'on a tous en tête maintenant ses diverses interceptions l'année dernière avec son numéro 29. Oui, Christian? J'ai oublié le plus important. Bryce Young, qui change du numéro 30 pour le numéro 95. Bryce Young, c'en est un, ça, dans la rotation, puis on va en parler un petit peu plus tard, de joueurs non seulement qui pourraient avoir de l'impact, qui a un sérieux potentiel, qui pourrait nous surprendre. Ça pourrait même être un joueur là, au-delà de nos attentes cette année. Numéro 95, Bryce Young, qui sera surveillé. Ouais, je pense que pour le coup, il y a certains numéros de joueurs comme Bryce Young qui montrent aussi peut-être qu'ils vont être un peu plus importants dans la rotation et dans l'effectif cette année. Donc, mais ouais, c'était. Je sais plus où je voulais en venir. Non, mais je comprends ton point. Non, mais que tu n'aimes pas trop les changements parce que justement, nous, on a les images. Bah, là, tu parles de l'an dernier de Christian Gray face à Penn State, USC ou Texas A&M. C'était le 29, c'était pas le 5, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est comme Benjamin Morrison qui a quitté maintenant. Il a gardé son numéro 20 pendant toutes ses saisons à Notre-Dame. Ouais. Donc, j'aime bien le fait que les joueurs gardent leur numéro pour vraiment inscrire leur histoire avec un numéro. Mais bon, c'est qu'anecdotique. Ouais, mais je vous pose la question. Il y a une certaine époque qu'un wide receiver, c'était un numéro entre le 80 et le 89. Les running backs avaient un numéro entre le 20 et le 39. On a démocratisé le tout maintenant dans la NFL. On a suivi le pas aussi pour voir des wide receivers avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, des numéros un petit peu plus, je ne veux pas dire bidons, mais des numéros qui étaient réservés essentiellement à des quarterbacks et à des botteurs à une certaine époque. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que ça fait partie finalement du développement un petit peu en termes d'image. Je pense que c'est finalement le sport qui s'adapte avec son temps. On voit, nous, dans le soccer en France, maintenant, les joueurs peuvent choisir leur numéro du numéro 1 au numéro 99, ce qui avant n'était pas le cas. Ils étaient limités jusqu'au numéro 30 et les numéros 30 à 40 étaient réservés pour les jeunes joueurs. Et donc, ouais, je pense que c'est pour offrir plus de liberté et en soi, ça apporte, c'est ça, plus de liberté et à chacun de décider son numéro. Après, c'est vrai que il y a toujours des catégories pour les joueurs de ligne, notamment les joueurs de ligne offensive, qui doivent être entre un certain numéro pour les arbitres. Mais en soi, si ça n'a pas un impact et qu'on n'a pas besoin de reconnaître un joueur par son numéro, dans ce cas-là, ça me dérange pas plus que ça que les joueurs soient libres de choisir le numéro qui leur plaît. Effectivement, pour les jeunes, je pense que c'est plus intéressant au niveau de la visibilité, surtout avec la réalité du NIL, que chaque joueur était rendu une petite compagnie à vendre en tant que telle, de voir des numéros, parce que c'est facilement reconnaissable. Mais je suis d'accord avec votre point. Christian Gray, c'est le 29. Là. On le voit encore courir et je pense qu'on va le voir dans les 15 prochaines années courir avec le numéro 29 dans notre tête. Alors ça, tu peux en être sûr. Autre tradition qui disparaît, enfin du moins si ça en était une, c'est le poste de Viper. Alors le poste de Viper, si vous prévoyez de nous suivre cette saison, vous auriez pu en entendre plus souvent parler, parce que le Viper, c'est un poste à Notre-Dame où quand même beaucoup de joueurs se sont, j'ai envie de dire, révélés dans cette position.
les Julian Okwara, les Isaiah Foskey, tous ces gars-là, en fait, avaient un rôle quasi unique, c'est-à-dire de pouvoir attaquer le quarterback, de pass rusher, mais qui avaient les capacités athlétiques nécessaires pour se replier en couverture, pour aller défendre sur un linebacker, voire même parfois sur un cornerback. Là, je repense à une interception de Julian Okwara, je crois que c'était face à Michigan State, où il recule de 20 ou 30 mètres pour aller chercher l'interception sur la ligne de touche. Pourquoi Chris Ash, notre nouveau coordinateur défensif, ancien coach principal de Rutgers, a décidé de peut-être pas de supprimer ce rôle, mais du moins de délaisser cette dénomination? Ouais. Ben, moi, j'aime ça. Je vous explique, puis je pourrais faire ce que j'aime de Chris Ash, je le compare à Mike Denbrock sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'il s'ajuste simplement à l'effectif qu'il a. Il n'a pas le talent. Puis le Viper, pour vous situer, c'est un defensive end, mais du côté court du terrain. C'est quand je dis le côté court, vous savez, lorsque le ballon, il y a moins d'espace d'un certain côté, alors le Viper est appelé de jouer à gauche ou à droite, tout dépendant où est le ballon, du côté court du terrain. Et comme tu le disais si bien, faire de la pression. Généralement, c'était un joueur qui réussissait beaucoup de sacs. Mais la réalité des dernières années a fait en sorte qu'on n'a plus nécessairement de Viper. L'année dernière, on a eu Jordan Botello qui a joué cette position-là. Boubacar Traoré est arrivé également. On a essayé plusieurs stratégies. Et là, on se retrouve qu'on a des joueurs qui ont des skills un peu similaires. Certains ont une différence, mais et là, ce qu'on a pris comme décision, c'est de revenir à un mode plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un DN right et un DN left, un à gauche, un à droite. Et lui qui est à gauche va demeurer à gauche, qu'on soit du côté large ou du côté court du terrain, il va occuper la même position, mais on va avoir des combinaisons. C'est-à-dire qu'on va jouer un peu avec le talent de chacun des joueurs et la capacité à livrer certains jeux, tout dépendant du plan de match. Alors, si on décide de faire un blitz avec un linebacker, on va peut-être utiliser telle combinaison de DN pour y parvenir. Ce que j'aime de ça, c'est simplement un coach ou un coordonnateur qui a regardé son effectif, qui s'est dit, je ne l'ai pas, mon Viper. Je ne l'ai pas, le fameux Keon Keeley que j'aurais voulu avoir ou le missile qui aurait pu occuper ce poste-là. J'ai des profils qui peuvent jouer à gauche ou à droite. Alors, pourquoi pas utiliser mon effectif puisque je suis bourré de talent pour simplifier les jeux de cette façon-là. Et ça se peut pour le collège, que ce soit plus simple pour un joueur de toujours rentrer par la gauche, d'avoir toujours les mêmes feintes pour essayer de déjouer un tackle adverse. Ça va peut-être simplifier aussi cette réalité-là. Fait que ça, c'est un grand changement, mais je vous dirais qu'on pourrait arriver et se reparler dans 2 ans que soudainement, on a un joueur avec un super talent qui arrive dans l'équipe et on change complètement la dynamique et on ramène le Viper. J'appelle ça des ajustements en cours de saison et de s'ajuster selon le programme qu'on a. Aucun problème. Je suis pour, un peu comme le Rover, on pourrait développer un peu pour le Rover aussi, qui va décliner un petit peu, je pense, cette année comparativement aux années passées, considérant qu'on aura des safety jumbo. Tu peux nous expliquer le rôle du Rover, s'il te plaît? Le Rover est un linebacker qui est en couverture. Généralement, là, je vous donne un exemple. Vous avez une équipe qui joue contre vous qui a 3 wide receivers. Vous en avez un d'un côté, vous en avez 2 de l'autre côté, lui qu'on peut appeler le slot. Le Rover va être souvent en couverture sur le slot, mais est un profil entre un linebacker et un safety. Fait que généralement, va être moins musclé. Je ne veux pas dire moins musclé, mais moins gros, moins lourd peut-être qu'un middle linebacker. Mais il va être plus rapide, plus en couverture. Alors, les Drew Tranquill de ce monde qu'on a connu, les Harrison Smith qui ont œuvré à Notre-Dame, souvent c'était même des safety, mais qu'on a mis comme linebacker parce qu'il y avait de la vitesse en couverture. Osbury avait un profil quand même pour jouer cette position-là. Soudainement, ce qui arrive, la victoire, qu'est-ce que ça crée dans une équipe? Ça facilite le recrutement. Alors, vous avez beau avoir un messager comme Marcus Freeman, qui est un beau parleur, mais lorsque tu complètes tes saisons à 10 victoires, 3 défaites, c'est moins vendeur qu'une saison à 14 victoires, 2 défaites, avec une défaite en finale de championnat. Soudainement, qu'est-ce qui arrive au recrutement? Les joueurs élites veulent venir jouer pour toi. Alors, Notre-Dame a recruté des monstres comme safety. Nous en avons un, je dis un monstre, c'est
pour moi, un safety à 6 pieds 5 à la Kyle Hamilton, généralement, on retrouvait ce genre de safety-là une fois aux 5 ans. Ben, je vous annonce que Notre-Dame en a un dans sa cohorte de 2025 et il y en aura un en 2026 avec O'Brien également. Alors, deux safety à 6 pieds 5, des géants. Ces joueurs-là, généralement, vont jouer au basketball beaucoup plus qu'au football, mais ces profils-là, qui sont très physiques et capables de plaquer, ben, c'est des physiques de linebacker, mais qui vont jouer safety. Fait qu'on risque de retrouver beaucoup plus de nickelback avec deux safety ou peut-être même des fois des formations à trois safety qui vont jouer le même travail, qui vont réussir quand même à mettre de la pression sur le running back pour aller plaquer, qui vont jouer peut-être un petit peu plus bas. Mais cette réalité-là, c'est que le Rover qui avait été mis en place, rappelez-vous, par Mike Elko comme coordonnateur défensif à l'époque, qui avait été repris par la suite par les entraîneurs suivants, on va le voir disparaître un petit peu pour voir plus de la présence de safety, ce qui est exactement aligné avec le recrutement qu'on voit à Notre-Dame depuis 2-3 ans, où ce qu'on regarde qu'il y a beaucoup de joueurs de safety qui sont recrutés. Et puis ça prouve aussi que, bon, j'allais dire que ça allait de soi, mais que Chris H est un tacticien. Oui. Si il veut s'affranchir peut-être des postes historiques ou du moins de ses positions où en général on dit tiens, je mets le meilleur joueur de l'équipe et j'attends de voir ce qu'il va faire. Là, c'est plus trop le cas. Ça veut dire qu'il va essayer un peu à la façon d'Al Golden l'an dernier. Et pourtant, le poste de Viper existait encore, mais il n'avait pas sa même vigueur parce que Boubacar Traoré s'est blessé très rapidement et parce que Jordan Botelho s'est aussi blessé très rapidement. Les deux face à Purdue, si je me trompe pas. Ça veut dire que lui, voilà, il va vouloir prendre le jeu à son compte. Il veut maîtriser de bout en bout les appels défensifs. Et ça a double tranchant. C'est soit comme avec Al Golden, signe de maîtrise, ou alors il va nous entraîner dans ses erreurs tactiques. Oui, mais je préfère voir un coach qui s'ajuste à son potentiel que de voir, puis il y a des équipes que c'est comme ça, là, où est-ce que les schémas sont faits ici et c'est aux joueurs à s'ajuster au schéma. Mais je préfère, puis Mike Denbrock, rappelons-nous la saison dernière, ce n'est pas naturel pour Mike Denbrock d'avoir un quarterback comme on a vu l'année passée, qui toujours par la course, très physique. Et Denbrock aime lancer le ballon à ses wide receivers. C'est ça sa stratégie, se créer de l'espace pour ses running backs. Il s'est ajusté avec l'effectif qu'il avait. Il savait qu'il n'avait pas un quarterback capable. Je suis prudent, on avait quand même un excellent quarterback, mais il n'était pas capable de lancer des balles en profondeur de façon régulière. Et quand il l'a fait, ça a donné Northern Illinois. Et voilà, exactement. Alors, mais je préfère avoir un coordinateur qui s'ajuste à l'effectif et qui va les amener au succès de cette façon-là. C'est un signe de bons coordonnateurs, de bons coachs. Mais pour nous rassurer sur Chris H, je veux juste vous amener de quoi? Je serais inquiet sur Chris H un petit peu s'il y avait eu beaucoup de changements dans l'effectif. Nous avons gardé le même coach de ligne défensive, le même coach des linebackers, Max Boloff, le même coach des cornerback safety. Il n'y a aucun changement au niveau du coaching, de la présence terrain. Fait que c'est comme si on avait donné les clés d'une Porsche ou d'une Mercedes à Chris H. La voiture, elle brille. Là. On te confie une belle voiture qui est prête, qui est à rouler en turbo, une Formule 1. Viens t'amuser avec l'équipe, fais pas d'erreur, mais il a l'effectif pour réussir. Si vraiment Chris H fait des bourdes et des erreurs cette année, il n'aura que lui à blâmer. Là. Et puis, cette voiture, si vous me permettez de passer à la suite, va continuer à être bien entretenue parce que la classe de recrutement 2026, comment dire, c'était déjà parti sur les chapeaux de roue, mais il faut dire que, et particulièrement les 2 dernières semaines ont été exceptionnelles. Dans cette classe 2026, nous avons accueilli lors des dernières semaines, je vous les cite, d'abord Joe O'Brien, dont Christian parlait, le safety à 6 pieds 6 pieds 5 pouces, c'est comme ça qu'on dit? On le met à 6 pieds 4 lorsqu'on regarde les sites de recrutement, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il est venu à Notre-Dame lors de ses visites et il était les yeux vis-à-vis les yeux de Jayden Blair qui est à 6 pieds 5. Fait que j'ai l'impression qu'on va le remesurer lorsqu'il va arriver et il y aura un pouce de plus. Fait que c'est un géant à 6 pieds 5. Et il faut qu'il arrête de grandir parce qu'après il sera trop grand et ça va poser problème. Bref, Joe O'Brien, sur Unsui, je vous donne le classement qui donne la moyenne des 4 sites de recrutement. Et je précise juste que ce classement surpondère
le classement d'Unsui et de 247 Sports, 40e joueur national. Nous avons reçu également Ian Premer en provenance du Kansas, 42e joueur national et tight end, alors qu'il était annoncé à Kansas State. Kerry Adams, le cornerback en provenance du Maryland, 61e joueur national, 6e cornerback. Javian Osborne, il y a maintenant un mois, 8e running back et 112e joueur national. Jonas Walton, 135e joueur national et 10e running back. Le joueur de ligne offensive, Grayson McKeough, en provenance de Pennsylvanie. Nous avons beaucoup recruté en Pennsylvanie récemment, qui lui est le 280e joueur national et le 22e à son poste. Kobe Clapper, un linebacker, 393e joueur national. Tiki Ola, joueur ligne défensive, 477e joueur national. Et enfin, un tight end, 616e joueur national. Et un autre joueur de ligne offensive, 11 179e joueur national. C'est un mois de juin qui a été très très fructueux pour le recrutement à Notre-Dame. Et Christian, j'ai oublié un joueur, un 5 étoiles, qui est tout simplement le meilleur joueur de notre classe. Rodney Dunham, effectivement. Rodney Dunham. 13e meilleur joueur au pays. Dunham, vous avez aimé Karel Karim à une certaine époque avec Notre-Dame. C'est un joueur qui joue le même genre de football. C'est un joueur continuellement dans le champ arrière, à les bloquer, à les plaquer les running backs, réussit à percer les lignes offensives. C'est un gros bonhomme. C'était un Viper, on va se le dire. C'est un profil Viper. C'est pour ça que je vous disais dans notre réflexion, est-ce que c'est juste pour une saison qu'on n'a pas de Viper? Parce que lui, il a le physique et la technique et la puissance pour aller chercher toutes ces qualités-là que l'on retrouve pour le Viper. Et parmi les autres joueurs qu'on a oubliés, aussi, il y a aussi le Edge qui est classé 108e, qui est Ebenezer Awilate, qui est pour certaines firmes de recrutement classé, notamment pour je pense que c'est dans l'Entry, il est classé 29e au pays. Fait qu'on a deux gars, là, deux ends qui sont vraiment là, de haut niveau cette année. Marcus Freeman, on n'en parle pas assez souvent, messieurs, la comparaison avec Lou Holtz. Marcus Freeman a construit progressivement ce programme. On a tendance à l'encenser puisque là, on commence à voir les fruits et les résultats, mais c'est un recruteur hors pair. Je crois qu'on pourra regarder avec du recul que nous avons la chance d'assister à l'histoire de Notre-Dame et elle se dresse devant nous en termes de recrutement, la qualité de joueurs qu'il va chercher. Les années qui se présentent à nous pour Notre-Dame seront exceptionnelles. Et encore là, la qualité, on a parlé de plusieurs joueurs que là, ce sont tous des joueurs qui ont des profils de NFL, ce que nous n'avions pas à Notre-Dame. On va se le dire, la différence entre une équipe championne ou une équipe qui se présente en championnat et une équipe qui se termine dans le top 10 ou dans le top 15, c'est que pour gagner le championnat, tu as besoin de joueurs élites à chaque classe. Quand je dis à chaque classe, je vous donne un exemple, tu as besoin d'un wide receiver élite. Tu peux avoir des wide receivers qui vont se démarquer, que tu vas développer, mais tu as besoin d'un élite qui va brûler la compétition, qui va être de haut niveau. Tu as besoin d'un DN de haut niveau. On l'a avec Rodney Dunham. Tu as besoin d'un running back de haut niveau. On en a deux. Tu as besoin d'un tight end de haut niveau, on l'a. Je m'excuse, mais lui que tu as nommé tantôt, c'est le meilleur tight end depuis Michael Mayer. Mais sauf que des Michael Mayer, Ian Premier, c'est tout un bonhomme qu'on vient d'aller recruter là. Kerry Adams est un cornerback exceptionnel de niveau élite. Fait que quand vous regardez, les positions sont pratiquement toutes comblées. La seule chose qui me laisse un petit peu sur ma faim dans ce recrutement-là. Un joueur de ligne défensive à l'intérieur. Un DT, effectivement. Un DT élite. Et je veux rien enlever au quarterback, mais nous n'avons pas de quarterback de type CJ Carr. Et j'aurais aimé en avoir un dans cette classe-là. Peut-être qu'il va en devenir, on aura peut-être le temps de le développer, mais généralement, tous les 2 ans, tu as besoin d'un quarterback qui soit dans le top 5 des quarterbacks, ce qu'il n'y a pas dans cette cohorte-là. C'est les 2 seuls petits trous, mais retenez une chose. Pour le recrutement,
il ne faut pas regarder 2026 et s'inquiéter. Il faut regarder des cycles de recrutement. Fait que quand vous prenez le recrutement de 2026, il faut prendre le recrutement de 2025 et, dans l'ensemble, analyser les deux équipes ensemble. Même chose, 2026-2027, c'est des cycles de 2 ans. Fait qu'il est possible qu'il y ait des trous. Comme cette année, il est fort possible qu'en 2026, nous n'avons pas le quarterback que je vous parle. Mais il sera important de l'avoir en 2027 pour combler ce trou-là qu'on n'a pas. Et puis, on peut combler ces lacunes par le portail des transferts. Et encore une fois, la saison dernière a été le parfait exemple avec Riley Leonard. Tous les ans, on va chercher un nickelback et à chaque fois, il nous sort une saison de malade. Thomas Harper. L'an dernier, c'était en provenance d'Arizona State. J'ai oublié le nom. Clark. Oui, Jordan Clark, merci Jordan beaucoup. Clark, Là, cette oui. année, on va chercher Devonta Smith à Alabama aussi, qui a l'air d'être un sacré client. C'est comme ça que ça a marché. S'assurer une grosse base sur le recrutement lycéen, construire la majeure partie de notre effectif par le recrutement lycéen et aller l'agrémenter, aller combler nos erreurs, aller chercher des mecs pour combler nos erreurs de recrutement ou nos erreurs de développement. Et je pense qu'en fait, c'est évidemment la solution, la recette pour gagner un titre national. Ohio State l'a fait parfaitement l'an dernier aussi. Mm-hmm. Et je pense que nous avons la bonne stratégie. Maintenant, il faut évidemment encore plus d'années pour se rendre compte si c'est véritablement la bonne. Mais je ne serais pas du tout surpris et je suis même assez sûr de mon opinion quand je dis que voilà, ce portail des transferts, à raison d'une dizaine de joueurs par an, peut être très pertinent. Puis tu ne gagneras pas un championnat avec le portail des transferts. C'est pour compléter ton équipe. Tu sais, puis je vous dis, Will Howard, très bonne acquisition. Il a été très efficace à Ohio State. Mais je pense encore que si Kyle McCourt était resté à Ohio State aurait gagné le championnat quand même. Tu sais, je vous dis, c'est pas Will Howard qui a fait gagner Ohio State le championnat. C'est qu'il avait les outils autour pour manœuvrer. Je suis d'accord que Caleb Downs est un safety exceptionnel de haut niveau, futur choix de premier tour de la NFL, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il a amélioré l'équipe? Absolument. Est-ce qu'Ohio State avait une très grande équipe sans Caleb Downs? Ben oui. Ohio State s'était rempli de talent un peu partout. Alors, Ohio State a bien manœuvré d'aller chercher ces petits joueurs-là, puis même le deuxième running back, Judkins, qui sont allés chercher à Mississippi. Ben, tu sais, je veux dire, comme numéro 2, quand tu as un numéro 1, généralement, ça va bien. Notre-Dame doit garder la même stratégie, parce que je vous annonce qu'on a beau être excité à la liste qu'on vient de vous énumérer. Il y a certains joueurs là-dessus qui ne s'engageront pas à Notre-Dame. Là, ils se sont engagés, mais les dollars vont commencer à apparaître en septembre et en octobre. Il y a certains joueurs qui vont réfléchir, comme on a vécu dans le passé. Il y a 1 ou 2 joueurs qu'on risque de perdre. Mais quand je vois des O'Brien, est-ce que je pense encore à Peyton Bowen lorsque je vois Joey O'Brien? Non. C'est mieux encore, ce qui nous attend. Fait qu'on a le droit d'être excité. Kerry Adams, c'est du Ben Morrison. C'est de ce calibre-là. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est toujours le même profil de cornerback. Toujours. 6 pieds et 1 ou 2 pouces, des bras gigantesques, comme Leonard Moore. Très long. En fait, Mike Mickens va chercher toujours le même profil de safety et de cornerback. Puis, est-ce qu'il s'est trompé? La réponse est non. Il les développe, il les amène. Puis c'est facile à vendre quand tu as un coach qui a eu du succès, qui a envoyé des joueurs au repêchage de la NFL. La recette est simple. Puis imaginez Marcus Freeman qui vient cogner chez vous, qui vous dit, écoute, je t'offre une équipe qui est allée en finale de championnat, et si tu viens comme cornerback chez moi ou comme safety, tu vas devenir un choix de premier tour, peut-être de NFL ou de deuxième tour. Les millions s'en viennent, la NFL va te regarder. Tu es coaché par le meilleur coaching staff qu'il y a probablement dans le collège. Oui, en plus, on va bien te payer parce que Notre-Dame a les moyens de payer ses joueurs. Et c'est terminé les complexes que nous avions sur les Georgia, les Alabama, de voir ces joueurs élites qui allaient. C'est sûr qu'on ne peut pas recruter les meilleurs joueurs, parce que Notre-Dame, entre vous et moi, les joueurs ont besoin d'obtenir leur diplôme. C'est une des règles. Je ne veux pas envoyer une baffe à Georgia, mais lorsque vous avez toujours 20% de votre alignement qui se termine dans les journaux à la fin de la saison, parce qu'ils ont décidé de s'installer sur des voitures puis de rouler à des vitesses vertigineuses ou de
de faire les 400 coups. C'est la réalité des joueurs de Georgia. Ce n'est pas nécessairement le profil de Notre-Dame. Mais comme tu l'as dit, Augustin, les joueurs de Notre-Dame, ben, papa, maman, c'est des belles familles derrière aussi, c'est des valeurs. La rétention est bonne, mais on va en perdre de ces joueurs-là. C'est certain, on en parlait un petit peu avant en off, le profil, ça serait très intéressant de faire une étude sociologique sur le profil des types, des lycéens qui rejoignent Notre-Dame. Et en général, c'est toujours un petit peu pareil. Attention, hein, je pense que chacun est différent, mais on peut aller trouver des tendances générales. Et c'est vrai que la plupart viennent en général de lycées privés aux États-Unis ou de preparatory school. Euh, En général, ils viennent de familles quand même très très stables. Et c'est vrai que de notre côté, ça limite ce type de profil que l'on peut retrouver à Georgia ou dans certaines équipes comme Texas A&M sous l'ère Jimbo Fisher. Je suis certain que ça changera avec Michael Colaba. Mais c'est vrai que nous, on est un peu prémunis face à ces problèmes-là, bien qu'on puisse aussi en être touché, hein. J'en veux pour preuve Manti Teo, bon, lui, qui était une superbe personne, mais qui a aussi défrayé la chronique. Justin Brent, enfin, on a eu des problèmes avec des joueurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu voilà, ce qui se passe, les 10 arrestations par an de Georgia ou dans d'autres programmes. C'est des problèmes qui nous touchent moins et qui, j'espère, continueront à ne pas nous toucher. Ah, puis il y a eu des belles histoires. Là. Je me rappelle de Cam Hart qui venait du Maryland, qui vient d'un milieu défavorisé, qu'on lui a donné une chance et qui n'était pas nécessairement le profil pardon, que Notre-Dame aurait recruté. Puis que finalement, ça s'est terminé en belle histoire en choix de joueur de NFL avec un diplôme. Fait qu'il y a des belles histoires. Là. On ne vous dit pas que ce sont juste des fils de belles familles riches des États-Unis, mais en recrutement, on fait des choix sélectifs et des fois, on va tourner la page, on va laisser passer certains joueurs parce qu'on n'est pas certain nécessairement du comportement du joueur, autant pour une équipe ou sur le terrain. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu, je fais du coq à l'âne un petit peu, les commentaires de l'ancien quarterback de Boston College qui maintenant rendu à Florida State, les déclarations qu'il a fait que si ce n'était pas de lui, ben rien ne se serait passé à Boston College l'année dernière, puis s'est fait répondre à travers les médias sociaux par les anciens joueurs. Est-ce que tu veux un joueur, oui, est-ce que tu veux un joueur de même dans ton équipe? Un joueur très individualiste qui se pense plus gros que son équipe. Puis d'ailleurs, on s'entend que l'attaque de Boston College paraissait mieux sans lui qu'avec lui. Ça, c'est un autre sujet, on n'ira pas là. Mais lorsque tu as une haute estime comme toi, tu nuis un esprit d'équipe. Alors, c'est important de choisir les bons joueurs au bon moment pour faire partie du groupe. Mais une équipe gagnante, ça te prend 2-3 petits bums quand même dans ton équipe qui vont amener une autre dynamique pour secouer le reste de l'équipe. Fait que ça, je fais confiance à notre équipe. Là-dessus, nous avons un super head coach qui sait comment construire et gérer son équipe de football. J'en viens à une question. Est-ce que Notre-Dame peut terminer au premier rang dans le classement en 2026 et avoir en outre sa meilleure classe de recrutement de son histoire? Alors j'entends plutôt par là, on va dire de l'histoire moderne des classements de recrutement, parce que dans les années 80, sous Lou Holtz, on avait les meilleurs recrutements au niveau national. Les hauts, peut-être on s'enflamme un petit peu trop si on pense qu'on aura le premier rang, la Ouais, première place. comme le disait Christian, il y a à un moment les dollars qui vont rentrer au jeu aussi et on risque d'avoir quelques joueurs qui flippent de choix et qui partent dans une autre université. Après, si on revient sur plus dans l'histoire récente et avec aussi les projections qui sont faites sur Elijah Golden, Bryden Robinson, en fait, on arrive quand même à une classe qui serait la meilleure classe de recrutement de Notre-Dame depuis l'ère Internet. Donc, alors le premier rang de national, je pense pas que ça soit jouable, mais on est quand même sur une cuvée historique. Et puis, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est l'évolution entre les années et depuis l'arrivée de Marcus Freeman, où chaque année la classe de recrutement progresse. Je me rappelle les premiers épisodes, on avait quand même beaucoup moins de potentiel sur lequel se projeter. Et là,
on a quand même beaucoup de joueurs qu'on a hâte de voir arriver et de voir sur le terrain avec le maillot de Notre-Dame. Donc on est forcément sur une très grosse classe. Ouais. Oui, puis je pense que c'est important de savoir c'est quoi la meilleure classe. Tu sais, 2022, la meilleure C'est celle qui gagne classe, un titre. c'était Texas A&M, tu sais, qui avait 6 defensive ends pour jouer 2 positions. Ils ont eu la meilleure classe. Il n'y a plus personne qui est là. Ça n'a rien donné sur le terrain parce que, tu sais, je vous donne un exemple. Imaginez un instant que Notre-Dame recrutait le meilleur quarterback cette année et le 3e meilleur et le 7e meilleur. Bon, on aurait la meilleure classe. Mais sur le terrain, il y en a juste un qui va jouer. Fait que, tu sais, la meilleure classe de recrutement, est-ce que ça répond aux besoins de l'équipe? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Terminer en première position, ça va être difficile, comme on s'est dit tantôt, parce que là, les chéquiers vont sortir, les dollars vont commencer à pleuvoir et certaines grosses équipes, soit que ce soit les Oregon de ce monde, les équipes de la SEC qui vont sortir beaucoup de sous pour aller chercher leurs joueurs puis des joueurs élites. Alors, j'ai des doutes, mais Après, il y a non, mais il y a quand même des programmes qui, même sans l'argent, recrutent Ben oui. historiquement mieux que nous. Tu vois, Alabama, c'est peut-être un petit peu différent depuis que Saban est parti, mais j'ai pas trop doute sur le fait que Ohio State devrait nous dépasser. Et c'est comme ça. Ou que Georgia devrait aussi nous dépasser. La question, c'est de savoir, est-ce que nous, on est capable de rester justement dans ce train de tête, dans cette échappée? Est-ce qu'on peut rester dans le top 5? Et la question, c'est inévitablement oui. Et comme tu le dis, il faut regarder plus en précision comment est composée une classe, voir que si le talent n'est pas trop concentré sur les mêmes postes, et c'est vrai que nous, quand on regarde notre classe de recrutement, le talent est très très bien réparti, et qu'au final, on a combien là sur 247 Sports que je prends en référence et non pas Unsui parce que 247 Sports, ça fait 20 ans qu'ils sont là et donc du coup on peut comparer avec toutes les classes depuis le début des années 2000. On est à 283 points actuellement. Notre meilleure classe, c'est celle de 2013 avec Jalen Smith et toute la clique qui a fait 284,77 points. Et il est quasiment sûr que nous allons passer devant parce que nous attendons dans les prochains jours les arrivées d'Elijah Golden, un defensive tackle, Braden Robinson, Caden Philay et Devin Fitzgerald, 3 receveurs pour lesquels nous sommes favoris dans leur recrutement pour arriver à 290 points. Donc c'est 5 points de plus que la meilleure classe de l'histoire de Notre-Dame. Et avec 290 points, j'ai pas vérifié, c'est une erreur un petit peu professionnelle, mais avec 290 points, je suis certain qu'on est dans le top 3 des dernières classes. Je vais vous laisser la parole et je vais aller vérifier, mais on a quasiment l'assurance d'aller chercher ce classement-là. Mais je vais vous dire non pour la raison qui suit, puis voici ce qui va se produire. Soudainement, cet été, certains joueurs de Notre-Dame vont dégringoler. Parce que là, c'est un petit peu comme la bourse au niveau des actions qui sont à vendre et qui sont à acheter. Le fait que certains joueurs se sont engagés trop tôt dans le processus, la valeur va diminuer. Je ne vous dis pas les tops, pas nécessairement ceux en haut, mais vous savez qu'il y a une immense différence entre le 32e joueur au pays et le 33e. Et ça donne beaucoup de points lorsque tu as le 32e versus le 33e. Et c'est des points ridicules, dans le fond, parce qu'il est fort possible que le 33e soit aussi bon que le 32e, mais en termes d'impact pour une classe, ça va jouer. Un peu comme avec du recul, je vous présente la classe de Notre-Dame de 2024, où est-ce qu'on a terminé en 8e position. Avec du recul, bon, 8e, c'était correct, mais lorsque vous regardez la qualité des joueurs qu'on avait dans cette classe-là, avec du recul, aujourd'hui, c'est probablement une classe qui se situe plus dans les 3 premières positions, si ce n'est pas dans les 2 premières positions. Regardez l'effectif de cette classe-là, notre quarterback, CJ Carr, on pourra évaluer ce qui s'en vient, mais c'était un quarterback qui était évalué, si je me rappelle bien, CJ, on l'a classé en 6e position parce que On-Tree, puis ce que je vous dis là, c'était le composite, c'est-à-dire que c'est la somme des différents sites de recrutement. On-Tree avait été très, très, très sévère. Il ne voyait même pas CJ Carr dans les 200 meilleurs joueurs au pays. Ce qui avait diminué énormément sa cote et avait laissé passer certains joueurs. Fait que si CJ Carr avait été le meilleur joueur, Cam Williams était le 7e meilleur receveur. Kingston Viamu Assa était dans cette classe-là quand même un linebacker probablement qui est un des meilleurs qu'on pourrait avoir. Là, je vous les nomme dans l'ordre. Gilby Lambert, c'est les blessures, sinon le joueur de terrain. 5e joueur, Bryce Young.
qui était le 25e joueur de DT-DN combiné, là, D-line à côté. Là. Brenté Johnson se retrouvait là en 29e position. Kendron Young. Et là, ce qui est particulier dans les joueurs que je vous nomme, c'est qu'on est rendu 2 ans plus tard. Aucun n'a transféré. Et ils ont tous, à part Kirby Lambert, vu le terrain. Ils ont joué dans la demi-finale ou dans la finale. Ils ont fait partie des pratiques dans la dernière saison. Je poursuis. Arenas Williams est le joueur suivant. Peter Jones, on l'a plus ou moins vu. Je suis d'accord avec vous. Logan Thomas, 44e meilleur joueur au niveau des lines, est un joueur qui a vu du terrain la saison dernière. Jack Larson, Leonard Moore, 52e meilleur safety quarterback combiné. C'est loin là, pour un joueur qui, après une saison, est pressenti comme étant dans les 5 meilleurs cornerbacks du football de collège, si ce n'est pas dans les 2 meilleurs. Et je poursuis Mika Gilbert. Tout ce que je vous nomme ont vu du terrain et ont joué seulement 2 ans. Et je n'ai même pas parlé d'Anthony Knapp, qui est beaucoup plus loin parce que c'est un 3 étoiles un petit peu plus reculé qui a vu le terrain. Fait que lorsqu'on parle de recrutement exceptionnel, je suis convaincu. Qui a fait mieux que voir le terrain. Il a été titulaire lors de 15 matchs pendant la saison, dont le premier à Texas A&M. Et il s'en est très bien sorti face à Nick Scorton, qui est parti au premier ou au deuxième tour de la draft. Alors, vous regardez dans le ranking, dans le classement, ben Notre-Dame était classé numéro 8. Est-ce que c'est un vrai numéro 8 lorsqu'on regarde tous ces joueurs-là qui ont été très impliqués dans l'équipe et qui ont amené cette équipe-là en demi-finale? Je vous annonce qu'avec du recul, ça se peut que dans 2, 3, 4 ans, lorsqu'on aura gagné peut-être 1 ou 2 championnats, on pourra se dire que 2024 aurait été une classe exceptionnelle pour Notre-Dame. Il faut faire attention, comme je vous dis, on s'emballe beaucoup, mais on a peut-être déjà eu cette classe élite-là sans s'en rendre compte. C'était plus mon observation. Mais c'est surprenant sur la rétention. Personne ne transfère, tout le monde reste. Donc, le programme est très, très bien vendu par le coach et les joueurs ont le goût de se coller à ce programme-là. C'est ce qui est magnifique. Et puis, on va abonder en ton sens en comparant avec la classe 2006 qui était exceptionnelle et qui, au final, quand on regarde les noms... il y a une mise en contexte. Oui, il y a un contexte. Oui, mais justement, le contexte fait partie de l'équation. C'est bien, si on a une belle classe, c'est qu'on recrute bien, mais pour que les joueurs jouent et montrent en fait leur plein potentiel, il faut avoir un coach qui est capable de les développer. Et ce n'était pas le cas de Charlie Weiss à l'époque. La QV 2006, c'était Sam Young, le premier joueur ligne offensive, James Aldridge, deuxième running back, Carroll, 5. Enfin bref. Mais pour le deuxième, Aldridge, je fais attention, c'était le meilleur joueur, c'était Monsieur Indiana. C'est les blessures. Lui a été blessé au high school et ça a complètement saboté sa carrière parce qu'il était rempli de talent. Tu as parlé de Charlie Weiss. Charlie Weiss, le problème de Charlie Weiss, c'est que c'était, puis ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, je prends peut-être un petit détour pour vous expliquer les années de 2006. C'était la première année après l'arrivée de Charlie Weiss. Charlie Weiss était le coordonnateur offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avait développé Tom Brady, faisait partie de l'arbre de Bill Belichick, est un sauveur, un gradué de Notre-Dame, mais qui n'avait jamais joué au football, mais est un passionné de football. D'ailleurs, si vous avez un livre à lire, un livre qui s'appelle No Excuses, où est-ce qu'on a l'histoire de Charlie Weiss, c'est très intéressant, de plein d'anecdotes sur le football et comment qu'un coach doit graduer et aussi comment qu'un coach doit se la fermer dans un vestiaire lorsque ce n'est pas ton rôle de parler. Il y a comme une hiérarchie au niveau des coachs. Et Charlie Weiss, a recruté des joueurs exceptionnels, mais lui s'entêtait à faire jouer son wide receiver numéro 1 et numéro 2 85 à 90% des snaps. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des belles statistiques pour les joueurs, mais on ne développe pas les joueurs en dessous. C'est ça, je t'ai coupé, Augustin, je vais te laisser aller pour la liste. Mais c'est un joueur qui est arrivé à Notre-Dame, puis était un très bon recruteur, puis les joueurs avaient des très, très belles statistiques. Imaginez l'année passée, si Love n'avait pas joué, puis on avait décidé qu'on donnait le ballon à 90% du temps à Jadarin Price. Price aurait terminé la saison à 1700, 1800 yards. Et là, on se serait dit, c'est extraordinaire, futur choix de NFL. On n'aurait pas vu Love. On n'aurait pas développé Love. Puis on n'aurait pas développé aussi ce qu'on a vu de Williams la saison dernière, également les bons jeux contre Navy. On n'aurait pas développé ce joueur-là. Alors Weiss faisait jouer un peu comme dans la NFL, ton joueur numéro 1, numéro 2, puis au pire, si on a des problèmes, on réfléchira différemment. Mais cette mentalité-là, il a frappé le mur à un certain moment. Mais je te laisse énumérer la liste parce que c'est intéressant de voir deuxième meilleure classe en 2006. Léo, avant, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça?
Ouais, j'allais dire, c'est pour ça que c'est intéressant de ce que tu dis et que avec le coaching staff qu'on a actuellement et ce qu'on a vu sur les dernières années et justement la participation et l'implication de nos freshmen sur le terrain, euh, aussi avec le calendrier qu'on a, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, où il y a potentiellement des matchs où on va pouvoir aussi faire un petit peu tourner nos rotations et pouvoir donner du temps de jeu à différents joueurs. C'est pour ça que je pense que après c'est toujours une classe de recrutement et il y a que le terrain qui parle, mais on a une bonne base de laquelle partir et avec le coaching staff qu'on a, en tout cas, moi je suis très confiant sur le fait que nos joueurs vont voir du terrain et se développer. Et il vaut mieux être de ce côté-là, évidemment, hein, quand on regarde tous les champions des 10 dernières années, tous avaient des classes de recrutement dans le top 10, à quelques exceptions. Peut-être Florida State en 2014, et encore, je suis pas certain de ce que j'avance, et Michigan il y a maintenant 2 ans. Donc là, enfin, je continue à citer des noms Oui. 2026, mais par exemple, enfin, Demetrius Jones, il fait qu'un match, après il va à Cincinnati. Darren Walls, bon, il fait quand même une belle carrière en NFL, 5 ans, mais au final, avec Sam Young, c'est le seul joueur qui a réussi. Et quand on regarde en fait ce qu'ont fait les autres, bah, transfert à Missouri, euh, transfert à Ouais. UCF, running back qui se transforme en fullback, transfert à Minnesota. Bref, avoir une bonne classe de recrutement n'est pas gage de résultats les années qui suivent, loin s'en faut. Puis Ce qui surtout que fait Charlie Weiss que avait eu 2 belles premières saisons où ce qu'on avait touché 10 victoires. Puis, tu sais, tout était positif, mais la saison 3 a été catastrophique. Puis c'est pour ça que moi, je m'en rappelle très bien. Tu as nommé Demetrius Jones. Il avait débuté le match numéro 1 de la saison régulière. Et finalement, il n'allait nulle part. Là. Tu sais, je veux dire, il est incapable de suivre le rythme du football de collège. C'est un redshirt freshman. On l'avait mis là et écoute, on avait essayé 2, 3 quarterbacks dans ce match-là, complètement perdu. Notre-Dame avait terminé cette saison-là, 3 victoires, 9 défaites. Ça avait été catastrophique à la saison 3 de Charlie Weiss. Et là, au match numéro 3 ou 4, on a mis Jimmy Clausen. On s'est dit, on met Jimmy Clausen là, qui avait été recruté la saison suivante, en se disant, bon, ferme les yeux, on va gagner, on va vaincre ou mourir avec toi. Ça a permis de développer Clausen, oui, mais là, tranquillement, ben, les joueurs de la classe suivante ont pris plus de terrain parce qu'on n'avait pas de relève. On n'avait pas développé de relève. Et c'est ça les dangers. C'est ce que j'aime de Freeman, comme tu disais. Bon, parlons de Brian Kelly. J'espérais qu'on ait un podcast sans parler de Brian Kelly, mais malheureusement, je dois nommer son nom encore une fois. Brian Kelly, malheureusement, était très hiérarchique. Si tu n'étais pas dans le radar des joueurs numéro 1, numéro 2, on ne donnait pas le terrain. Anne, tu es un freshman, tu as plus de talent que tout le monde, tu brûles le terrain en pratique, tu domines. Non, attends ton tour. C'est pas ton tour de jouer. Il y a des vétérans qui sont là depuis plus longtemps que toi, donc on ne mettait pas nécessairement les meilleurs éléments. Ce n'est pas l'approche de Freeman et des autres coachs et ça nous laisse la place. Anthony Knapp n'aurait jamais joué avec Brian Kelly. Il aurait joué, mais à sa saison numéro 3, numéro 4. On ne lui aurait jamais donné cette chance-là. Regardez les jeunes joueurs. J'en reviens au cornerback aussi, qui a été notre révélation la saison dernière, que je vous ai dit qui a remplacé Ben Morrison. Lorsqu'on est arrivé, sur le coup, on n'était pas certain lors de sa première présence contre Purdue. Hein, je cherche son nom. Attendez une seconde. Notre cornerback numéro 1, pardon, cette année, qui est, attendez un petit instant, je vous l'ai nommé tout à l'heure, je l'ai échappé, c'est pas Hop. Non, pas Hop, c'est Leonard Moore. Ah, Leonard Moore. Leonard Moore, freshman, lorsqu'on a décidé de l'embarquer, jamais avec Brian Kelly, Leonard Moore n'aurait eu un départ. Surtout que, rappelez-vous, le match contre Purdue, ça a été sa pire performance de la saison. Il est revenu très, très fort par la suite. Et si vous avez regardé le Spring Game cette année, il a été dominant encore une fois, un des meilleurs joueurs de collège. Alors, on laisse la chance aux jeunes, puis ça, j'aime ça. On va régler ça là, au camp d'automne. Là. Les camps d'entraînement vont débuter, que le meilleur gagne. Je me fous, ça fait 5 ans que tu sois là. Si tu n'as pas vu le terrain après 5 ans, ben va jouer ailleurs. On laisse la place aux plus jeunes. On veut les meilleurs sur le terrain. On veut des bonnes batailles. Ouais, complètement d'accord. C'est pour moi la bonne philosophie à adapter. Et puis ouais, on va peut-être
passer justement à la présentation du calendrier de l'année où justement on retrouve à nouveau un calendrier typique de Notre-Dame, à savoir des équipes de toutes les conférences, de la SEC, ACC, de la Pac-12, et donc c'est une belle diversité. Ce qu'on remarque, c'est quand même que les deux premiers matchs de la saison risquent d'être les deux Les plus plus grosses importants. affiches complètement, avec en tout cas le plus gros défi annoncé. Et là où après, dans la saison, on retrouve des équipes que Notre-Dame a l'habitude de jouer, comme Purdue, comme USC. USC risque d'être peut-être une un peu plus belle bataille l'année dernière, c'était un beau match, mais l'année d'avant à Notre-Dame, c'était quand même un bon blowout. Et puis, moi, je le trouve bien ce calendrier. Alors, il va pas falloir manquer le début de saison et les premières semaines, même si on a vu aussi l'année dernière avec le nouveau format de playoff et notre parcours que une saison est longue et que d'enchaîner des victoires te permet de créer une histoire, même si il y a éventuellement un petit upset en début de saison. Donc, je pense que ce calendrier est vraiment bon et puis va permettre d'avoir plein de joueurs différents qui vont avoir du temps de jeu, comme notamment les freshmen qu'on a recrutés, dont on vient de parler. Ouais, quel pour vous, c'est quoi le match piège par définition? Bah, déjà, juste voyons le bon côté des choses. Il n'y aura pas d'upset humiliant en 2025. Le match piège, moi, c'est la rencontre à Arkansas qui me fait très peur. Alors que je m'explique, je Mhm. pense pas qu'Arkansas soit une très bonne équipe. Et à vrai dire, j'ai pas vraiment suivi cette intersaison avec le portail des transferts, notamment sur la SEC, la SEC. Mais tu te déplaces dans leur stade avec leurs cloches d'abrutis là, qui font un bruit pas possible et qui cassent les oreilles à la télé. Une équipe de SEC, Arkansas, doit accueillir Notre-Dame une fois tous les 40 ans ou 50 ans, et je me demande même s'il y a déjà eu des matchs par le passé. Euh, c'est un match C'est vrai que historique pour eux. Ça peut venir de là, surtout que c'est à l'extérieur. Il fera une chaleur de bête, je devine, le 27 septembre dans cet état du sud-est des États-Unis. En plus, avant ça, on joue Miami et Texas A&M, qui sont nos deux matchs les plus importants de la saison. Pour moi, c'est le match piège. Euh, Pour moi, la définition d'un upset ou d'un match surprise, c'est généralement un match qui est sous le radar, comme tu disais si bien. Souvent, c'est même un match, même à domicile, qu'on n'avait pas prévu lorsqu'on a faibli. Et pourquoi des fois un match sous le radar? C'est souvent accompagné d'un duel qui était excitant la semaine précédente ou d'un match qui sera très envoûtant la semaine suivante. Là-dessus, j'encercle la date du 11 octobre de NC State, puisque la semaine précédente, on a Boise State qui vient jouer à Notre-Dame, qui est quand même une équipe qui a participé aux playoffs la saison dernière, même si elle a perdu son running back numéro 1, a quand même une bonne équipe, quand même, puis un bon coaching staff qui pourrait faire en sorte que Notre-Dame va bien se préparer. Et on a notre rival de toujours, USC, la semaine suivante. Alors, c'est le genre de semaine où les joueurs pourraient avoir soudainement la tête ailleurs et ne pas nécessairement être concentrés sur le duel à venir. Fait que moi, voilà pourquoi j'encercle NC State comme date. Si j'avais un upset que je suis un petit peu plus inquiet, je suis d'accord avec Arkansas que la chaleur et surtout Green, qui est un quarterback très mobile, qui peut nuire aussi. Tu sais, ça peut être un match aussi à surveiller. Je suis absolument d'accord, Augustin, c'est une belle observation. Mais j'aimerais voir mes joueurs focus à la maison, surtout après avoir battu Boise State. Un NC State, c'est facile de lever le pied et de ralentir. Puis, vous avez parlé de ce qu'on aimait de ce calendrier-là. Je vais juste vous rajouter une chose. C'est un calendrier de nostalgique. Et là, je m'excuse, si vous avez un certain âge et vous avez connu des années de gloire de Notre-Dame, Notre-Dame, avant d'être dans le ACC, était dans une conférence qu'on appelait le Big East. Le Big East a fait de belles années de basketball avec, si je vous En nomme encore basketball, aujourd'hui, hein, oui, précis. En Georgetown, basketball, Christian. toutes ces équipes-là. Alors, je vous nomme 2001. Rentrez ça dans Google pour faire l'exercice. Big East Oui, Basketball 2001. Boston College, Miami, Notre Dame, Syracuse, Pitt.
Alors, ce sont tous des universités où il y avait une rivalité. Puis quand vous regardez contre quelle faculté Notre-Dame a joué le plus souvent dans l'histoire, c'est des noms qui reviennent régulièrement. Alors, c'est comme un retour aux sources de voir ces équipes-là. C'est particulier cette année. C'est pour ça que Syracuse, on se dit, ah bon, oui, mais Syracuse, c'est une équipe, puisque c'est dans le nord-ouest des États-Unis qu'on affrontait régulièrement. Il y avait ces traditions. Qui marche bien, Syracuse, il faudra faire attention, mais d'une manière générale, ce sont des équipes contre lesquelles nous avons eu des matchs historiques. Miami, bon, pas besoin de présenter la rivalité indépendante Catholics versus Convicts. Texas A&M, le bowl du Nouvel An de 93, si je ne m'abuse. Ouais. Boise State aussi, je crois, dans les années 90. Peut-être que je me trompe et que je confonds, mais Rocket Ismail avait fait un. Je me demande si c'était pas face à Boise State qu'il avait sorti un très très gros match. Faudrait que je pense pas, je pense que c'est la première fois de l'histoire. J'entendais récemment un amateur de Boise State que pour eux, c'est leur Super Bowl, ce match-là, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'ils affrontent Notre-Dame. Et ils sont très excités, l'État d'Idaho, de jouer contre les Irish. Alors pour eux, c'est extraordinaire. Très très beau match. C'est un très très beau match contre une équipe du groupe A5 parce que Boise State, vous connaissez leur saison 2024. Moi, je suis très content de les affronter. USC, bien évidemment, ça va de soi. Et puis après, les rivalités Navy et Stanford. C'est un magnifique calendrier que moi j'adore pour Notre-Dame parce que c'est un calendrier d'hiver qu'on va aller partout. Un vrai beau calendrier. Ce que j'aime pas trop, moi, c'est le fait que dès le 18 octobre. Va pas falloir s'endormir, quoi. Boston College, Navy, Pittsburgh, Syracuse et Stanford, on est largement au-dessus de ces équipes. Et bon, il faudra. Peut-être que vous ressortirez cette capsule audio si on perd face à Miami et Texas A&M. Mais si on arrive jusqu'à ces matchs en tant qu'équipe invaincue, on va passer un mois et demi un peu à dormir et il faudra pas perdre le rythme. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de faire des ajustements pour que nos joueurs soient en pleine forme pour les playoffs, parce que je pense que c'est la moindre des choses et c'est pas faire preuve de fausse modestie que de dire que notre objectif c'est encore une fois d'aller en playoffs, surtout avec cette équipe-là. C'est pour ça que CJ Carr, notre quarterback, a vraiment une pression sur ses épaules qui est assez dingue. Mais il y a des parties dangereuses. Puis, Coach O'Brien à Boston College est capable de développer et on s'est déjà endormi contre ce genre d'équipe-là par le passé, surtout au mois de novembre, lorsque le ballon devient un petit peu plus pesant parce qu'il commence à faire froid. Un petit peu de pluie à travers là, qui pourrait venir gâter la partie. C'est le genre d'équipe. Coach O'Brien est capable de développer un quarterback, puis il l'a déjà montré dans le passé à Penn State, dans la NFL également. Fait que c'est. Boston College, Navy, rappelons-nous qu'ils ont battu Oklahoma dans un bowl. C'est pour ça que Navy, je sais que la triple option, on connaît très bien l'équipe, mais c'est des équipes qu'on ne peut pas se permettre de lever le pied. Puis, faut y aller une séquence à la fois. Pitt, c'est une question de talent, mais le quarterback d'Alabama qui a transféré là-bas, très bien fait la saison passée, c'est qu'il a été blessé et après sa blessure n'a plus jamais été le même. Mais il y a du talent, Pitt. Je ne vous dis pas pour rivaliser. Notre-Dame est plus talentueux que toutes ces équipes-là, mais il y a quelques pièges. La seule chose qui est désagréable là-dedans, c'est Stanford à la toute fin. En plein Thanksgiving, finir contre Stanford. Je vous rassure, on ne peut pas nous présenter ça, ce match-là en soirée. Je dis en soirée, dans la nuit pour vous, pitié le plus tôt possible. Je vous dirais que du côté de Stanford, c'est peut-être la seule équipe beaucoup plus faible que là. En fin de saison, le danger pour Notre-Dame, c'est que si on est classé numéro 4, numéro 5, ce n'est pas qu'une victoire contre Stanford qu'on va réussir à augmenter notre statut. C'est ça qui est un petit peu dangereux avec ce calendrier-là en fin de saison. Je vous propose de terminer cet épisode par la question suivante. Qui devons-nous surveiller au camp d'entraînement cet été, ou qui ou que c'est pas forcément une personne. Je te laisse commencer, Léo. Est-ce qu'il y a un joueur ou une situation, enfin qu'importe, qui toi attire ton regard et toute ton attention? Je pense qu'on a un peu tous les trois le même joueur en tête, à savoir CJ Carr qui va être normalement notre QB1 pour l'année prochaine et notre leader d'attaque.
on a vu pendant le Spring Game quelques bonnes actions, mais aussi que un jeune joueur, ça prend du temps pour le développer et pour qu'il se sente en confiance et qu'il ait ses automatismes avec ses receveurs et qu'il soit performant. Donc, je pense que je vais être tout particulièrement porter attention à ses répétitions et les connexions qu'il va réussir à avoir avec Cam Williams, Jaden Greathouse. J'espère qu'il va continuer aussi sur sa lancée des playoffs de l'année prochaine. Et puis aussi, il y a les différents transferts qui étaient pas au camp de printemps, ça va être intéressant de surveiller ce qu'ils peuvent apporter dans le groupe et la place qu'ils peuvent se faire. Après, je pense que, je sais pas si vous aviez aussi d'autres joueurs ou d'autres personnels en tête que vous voulez mentionner. Oui, ben, je suis Christian? curieux de voir qui va remplacer Xavier Watts comme deuxième Hmm. safety. C'est ma curiosité parce que là, on perd quand même. Tu sais, Ben Morrison, c'est réglé. Il n'y a pas de souci là. Au niveau, ben, c'est pas nécessairement au camp de printemps. Je vous dirais plus dans la saison. J'ai hâte de voir si vraiment au niveau des DT, on va être capable de remplacer les pertes. Quand même, on a perdu beaucoup d'expérience à ces deux positions-là. Ça va être un élément. C'est sûr, parmi les jeunes freshmen, le tight end demeure pour moi une position intrigante parce on projette beaucoup, mais on a très peu de réception de la part des tie qui seront au camp, ce qui pourrait laisser une surprise peut-être pour un James Flanagan qui est un freshman qui pourrait peut-être trouver un petit chemin pour se glisser. Je ne vous dis pas qu'il ne serait pas numéro un, mais si jamais le régime baisse un petit peu au niveau de nos tie il y a la possibilité de voir un James Flanagan trouver le terrain. J'ai le goût de vous dire la même chose pour Jaden Blair. Je vous ai parlé de safety tantôt, mon safety de 6 pieds 5. Si jamais Brente Johnson, on parle de Luke Talich, si jamais ça ne performe pas comme on voudrait, j'ai hâte de voir comment la jeunesse va pousser dans le dos de ces vétérans-là. On parle de Maiden Faramo aussi comme linebacker, qui est un monstre, qui est quelqu'un de très spectaculaire, qui a brûlé le high school. Il y a beaucoup de profondeur dans les linebackers, mais c'est un joueur que le talent, tu ne peux pas le laisser sur le banc. Là, il n'y a pas de Jack Kaiser cette année avec un vétéran qu'on n'a pas le choix de laisser de façon indiscutablement sur le terrain. C'est des batailles partout. Alors, je pense à un Osbury. Ben, Osbury, si Faramo performe mieux que toi au camp, ben, ça se peut que tu te fasses tasser et que ce soit un Faramo qui va prendre ta place. Et où jouera Dallas Golden? C'est ma question parce que l'homme qui joue toutes les positions, à l'exception de celle de quarterback, est-ce qu'il sera safety? Moi, je m'attends peut-être de le voir pour des retourneurs de beauté ou quelque chose comme ça. Fait que de voir la place de ces freshmen-là, comme tu l'as déjà dit, Augustin, pas certain qu'on va les voir en début de saison contre Miami, Texas A&M, mais plus que la saison va avancer, on aime faire beaucoup de rotations parce qu'on est conscient que c'est un calendrier de 16 matchs. Ce n'est plus 12 plus 1, c'est 16 dans la tête de Freeman. On veut se rendre en finale. Donc, dans cette optique-là, tu n'as pas le choix de faire rouler ton effectif pour faire respirer un petit peu tes joueurs et limiter les blessures. Je regarderai aussi la ligne offensive parce que, en théorie, elle est exceptionnelle, cette ligne offensive. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces joueurs ont souffert de la fin de saison des playoffs, beaucoup de joueurs ont joué blessés et ont eu une période de convalescence qui leur a fait louper euh, le Spring Game et les camps de printemps. Donc j'ai vraiment hâte de voir s'il y aura très vite cette alchimie ou déjà, et ça serait très bien que tout soit sur pied pour commencer, pour faire ces camps et après commencer la saison. La ligne offensive sera très importante pour CJ Carr, qui n'est pas un Riley Leonard, qui pourra pas se défaire des situations, la situation quand la poche explosera. Donc cette ligne offensive sera très importante cette année. J'ai moins de doutes sur le reste. Évidemment, je garderai un œil sur la bataille au niveau de la ligne défensive, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on a beaucoup de personnes sur les côtés, un petit peu moins à l'intérieur. Mais d'ailleurs, oui, on a oublié de le citer, mais Jordan Botelho s'est blessé. Ouais. Un accident qui a rien à voir avec le football, apparemment, de ce que j'ai compris, mais il devrait être absent jusqu'à novembre, grosso modo. Ça fait mal, surtout que lui, c'est un super senior. Mais globalement, voilà, moi aussi, c'est comme vous, CJ Carr, la O-line et une bataille au niveau des genres lignes défensives. Et bref, ça nous fait des choses à regarder cet été. Je sais qu'on n'a pas tout dit.
Mais c'est normal, si on devait tout dire, ça durerait 3 heures, 4 heures, et je pense pas que c'est ce que vous voulez, chers auditeurs. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est si vous voulez rejoindre notre conversation sur Twitter X pour parler de Notre-Dame, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à envoyer un message privé, un DM à de Bleu et d'Or euh, sur l'application. Nous serons très contents de vous y intégrer et de pouvoir parler tous les jours du recrutement et des autres nouvelles qui tournent autour de Notre-Dame. Il y aura très certainement un épisode en août. Moi, je serai pas là déjà, je l'annonce. C'est Christian et Léo qui devraient s'en occuper. Alors, de quoi allez-vous parler, vous pensez, messieurs? Certainement du premier match face à Miami et peut-être et certainement des nouvelles du camp d'été en août. Oui, ben, Voir s'il y a des blessures, comment tout cela se profile. je Et pense qu'on va s'amuser aussi à regarder chacune des équipes. On va peut-être diviser la saison, le calendrier en 2 sections de 6 matchs et on pourrait faire l'exercice sur 2 podcasts différents de notre opposition, les joueurs clés à surveiller, un peu comme on avait fait l'année dernière, rappelez-vous, lorsqu'on était en demi-finale, en finale, durant les playoffs, où on analysait les équipes adverses pour savoir quels étaient les éléments clés. C'est le genre d'exercice qu'on pourra faire pour bien se préparer pour la saison, mais surtout qu'on aura vu ou entendu quelques images et quelques clips du camp d'entraînement, fait qu'on aura plus de matière quand même au mois d'août pour vous allumer un petit peu davantage. sur ce, je vous dis au début de la saison prochaine pour ma part et à août pour Christian et Léo qui se feront un plaisir d'enregistrer un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à The Trick Play, la plateforme qui héberge gentiment notre podcast, et de vous abonner à notre compte Twitter de Bleu et d'Or. Voilà, c'est tout. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et go Irish. Go Go Irish! Irish!